tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un autre grand auteur. Bien qu'économiste de formation, il fut cofondateur de la finance moderne et co-vainqueur du prix Nobel en 1990 avec William Sharpe et Harry Markowitz. Normalement, vous allez devoir le deviner facilement si vous avez regardé mes deux dernières vidéos qui se trouvent dans le feed de mon channel sur ces deux grands auteurs, William Sharpe et Harry Markowitz. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Merton Howard Miller. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés, la biographie de Miller et la genèse de son œuvre. Alors, qui est Merton Howard Miller? Il faut savoir qu'il a travaillé comme économiste à la direction du Trésor américain et à la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Federal Reserve Bank, pendant 6 ans, de 1943 à 1949. Il faut savoir aussi qu'il a publié son premier article en 1948, donc avant même d'entreprendre ses études doctorales en économie à la Johns Hopkins University, où il obtient son PhD en 1952, avec l'économiste américain d'origine allemande, spécialiste en économie publique, Richard Musgrave. Au cours de sa carrière, il était un chercheur très engagé dans différentes communautés scientifiques. Par exemple, il était président de l'Association américaine de finance, membre de l'Association américaine d'économie, de la Société d'économétrie, de l'Académie américaine des arts et des sciences et enfin de l'Association américaine des ingénieurs financiers. Sa contribution à la recherche académique l'a amené à être éditeur du Journal of Business, éditeur associé du Journal of Financial Economics et membre de nombreux comités éditoriaux de revues scientifiques. Bien que économiste de formation, son influence sur le monde de la finance s'exerce non seulement par ses écrits, mais également par ses fonctions imminentes, où il fut Executive Director du Chicago Board of Trade de 1983 à 1985, Public Director du Chicago Mercantile Exchange de 1990 jusqu'à sa mort, et membre du Board of Directors de Globex. Maintenant que nous avons découvert la biographie de Miller, on va s'intéresser à ses travaux. Sur quoi travaillait Miller exactement? Les travaux de Miller portent sur le raisonnement par arbitrage et la séparation de la structure financière d'une entreprise, c'est-à-dire ses décisions d'investissement et de financement sur la valorisation de l'entreprise. Donc l'idée principale de Miller était que la structure financière de l'entreprise était complètement indépendante de sa valorisation boursière. Alors, avant d'aller plus loin pour vous expliquer le raisonnement par arbitrage et la séparation entre la structure financière et la valeur d'une entreprise, on ne peut présenter les travaux de Miller sans citer son co-auteur Franco Modigliani. C'est un peu comme le binôme Fama et French. Alors, qui est Franco Modigliani? Franco Modigliani est aussi lauréat du prix Nobel en 1985. C'est lui qui est à l'origine d'une véritable révolution dans la façon de penser, de concevoir et d'organiser la problématique d'un grand choix financier d'une entreprise, mais spécifiquement à partir de la théorie du cycle de vie du taux d'épargne. Tous les deux, Miller et Modigliani, soutiennent l'hypothèse que la structure financière d'une entreprise, mesurée par le levier financier, dette par fonds propres, est indépendant de la valeur de l'entreprise. Selon Miller et Modigliani, si la dette a des vertus, il ne faut pas en abuser.
car le marché a la capacité d'ajuster la prime de risque supportée par les fonds propres en fonction du levier financier, à partir d'un raisonnement d'arbitrage. D'où leur fameuse citation « Mettre l'argent dans la poche droite, de la poche droite dans la poche gauche ne te permet pas de devenir plus riche. » Alors, comment Modigliani et Miller nous expliquent donc cette hypothèse d'indépendance entre la structure financière et la valorisation d'une entreprise? Alors, ils nous disent, si une entreprise retire un avantage de l'endettement, étant donné que sa valorisation va être plus élevée, compte tenu de la prime de risque attendue par les actionnaires, donc la rémunération accordée aux actionnaires, et un CMP plus faible, donc un coût du capital qui est plus élevé, cet avantage peut être répliqué par un investisseur qui va s'endetter directement auprès du marché. C'est ce qu'on appelle le homemade leverage. Et grâce au homemade leverage et au processus d'arbitrage, la valeur des firmes qui ne se distinguent pas par leur structure de financement est égale ou elle est similaire à celle des entreprises non endettées. Alors on va essayer d'expliquer comment ils sont arrivés à ce résultat ou ce constat. D'abord, la démonstration, ils nous disent, Miller et Modigliani, se fait dans le cadre de marché efficient ou parfait. Qu'est-ce qu'un marché efficient ou parfait? Un marché efficient ou parfait se caractérise par 4 éléments. 1. Le taux d'emprunt et de prêt est identique. 2. Absence de coût de transaction. 3. Information transparente. 4. Monde sans fiscalité. Modigliani et Miller prennent l'exemple de 2 firmes parfaitement identiques, même cash flow et même classe de risque, sauf en ce qui concerne la structure de financement. Parce que la firme 0 est entièrement financée par fonds propres, 0 dette, alors que la firme I est financée par moitié dette, moitié par fonds propres. Les auteurs supposent que la valeur de la firme I endettée est supérieure à la firme 0 sans dette, comme on l'a dit, compte tenu de la prime de risque attendue par les actionnaires. La firme I vaut 12 000 millions d'euros, alors que la firme 0 vaut seulement 10 000 millions. Leur bénéfice d'exploitation est identique, s'élevant à 1 200 millions d'euros. La firme I, étant donné qu'elle est financée par 6 000 millions de dettes à 6%, de sorte que son bénéfice net devient de la valeur de 840 millions d'euros, donc pour 1 200 millions d'euros pour la firme 0, en supposant qu'on est dans un monde sans impôts, bien entendu. Alors, lorsque l'endettement augmente, le CMP diminue, donc le coût du capital va diminuer. Et le coût des fonds propres augmente, c'est-à-dire la rémunération attendue par les actionnaires augmente compte tenu de l'avantage fiscal. L'amélioration de la capacité bénéficiaire d'une firme est toujours à l'origine de la création de valeur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est l'avantage de l'endettement. Alors, le coût des fonds propres, qui est la rémunération attendue par les actionnaires, s'élève à 12% pour la firme 0 et à 14% pour la firme I. Donc on a dit que le coût des fonds propres était supérieur pour la firme endettée par rapport à la firme donc sans dette. Cet écart s'explique par l'effet de levier de la dette, donc le levier financier, dette sur fonds propres, qui bénéficie aux actionnaires de la firme endettée, donc compte tenu de la prime de risque encore une fois. On constate également que le coût moyen pondéré du capital de la firme endettée est inférieur à celui de la firme 0, ce qui explique la différence de valorisation entre les deux entreprises pour l'instant. Bien que la rémunération des actionnaires de la firme I soit supérieure à celle de la firme 0, donc 0 dette, Modigliani et Miller montrent qu'il est possible pour ces actionnaires de faire mieux
en réalisant un arbitrage profitable à partir de cette situation de départ. Alors comment? Eh bien, prenons par exemple le cas d'un actionnaire de I, donc un actionnaire de l'entreprise I, qui est financé moitié par fonds propres et moitié par dette, possédant 1% du capital, donc soit 60 millions. L'arbitrage consiste à vendre sa participation, à emprunter, donc utiliser le home made leverage, à la même équivalence de 1% de la dette de I et à investir le tout dans la firme zéro dette, donc soit 120 millions. La rentabilité qu'il dégagera sur ses capitaux propres sera de 18%. Alors que tout à l'heure, on a vu, elle était de 12% pour la firme zéro dette, 14% pour la firme endettée, compte tenu donc la prime de risque. Maintenant, s'il vend donc 1% de ses parts et emprunte donc la même somme à la banque et achète donc la même part dans la firme zéro dette, eh bien, il va réaliser 18%. Alors, je vais vous donner le détail des calculs. Donc, rentabilité sur les 120 millions à 12%, on obtient 14,4 millions d'euros. Le coût d'endettement des 60 millions à 6%, on est à 3,6 millions d'euros. Profit net, c'est la rentabilité moins le coût de l'endettement. Donc, ça sera 14,4 moins 3,6, ce qui nous donne 10,8 millions d'euros. Et enfin, rentabilité des capitaux propres, elle est de 10,8 divisé par 60, donc le coût de l'endettement. Et là, on obtient les 18%. Donc, vous voyez comment un investisseur peut tirer un avantage de l'endettement par raisonnement d'arbitrage. Donc, la base, c'est vendre, emprunter et acheter dans la firme zéro, qui nous fait passer une rentabilité de 14% à 18%. Bien, il est important de souligner que si un investisseur emprunte exactement la même proportion de dette qu'il y a dans la firme I, c'est que sa position en termes de risque reste totalement inchangée. En effet, les deux firmes ayant par hypothèse le même risque économique, on l'a dit, donc même cash flow, même classe de risque, c'est-à-dire la même incertitude sur les bénéfices d'exploitation, de façon à neutraliser le risque financier que l'actionnaire de I supportait du fait de l'endettement de cette firme. Il va donc s'endetter personnellement, donc par du home made leverage, c'est ce qu'on a dit. De cette façon, il réplique pour son propre compte l'avantage que la dette procurerait aux actionnaires de la firme I. Mais l'histoire n'est pas finie. Comme dans un monde rationnel, tout le monde est censé préférer une rentabilité de 18% à 14%, avec strictement le même niveau de risque. D'autres investisseurs vont faire cet arbitrage. Donc, vendre I, emprunter et acheter zéro. Donc, exactement comme l'exemple qu'on a pris. Conséquence sur le marché sera une baisse de la valeur de I et une hausse de la valeur de zéro. Donc, on voit bien qu'à l'équilibre, les deux firmes auront la même valeur et le même CMP, coût moyen pondéré du capital. Donc, vous voyez comment le raisonnement par arbitrage, donc le marché finit toujours pour retrouver l'équilibre et le retour à la normale. Donc au final, si tous les investisseurs suivent le même raisonnement, donc à l'équilibre, donc la valorisation de la firme endettée sera similaire à l'entreprise zéro dette. Et voyez comment il n'y a aucune relation entre la structure de financement et d'investissement et la valorisation d'une entreprise, puisque donc le raisonnement se fait par arbitrage à l'équilibre de marché, donc qui a la capacité donc de supporter la prime de risque par les fonds propres.
Voilà mes chers abonnés de l'amour de la science, j'espère que vous avez compris les travaux de Modigliani et Miller sur la séparation de la valeur de la firme et de sa structure de financement, car le marché a toujours la capacité d'ajuster la prime de risque supportée par les fonds propres, ce qu'on appelle aussi la rémunération attendue par les actionnaires, le tout par un raisonnement d'arbitrage. N'oubliez jamais, mettre l'argent de la poche droite dans la poche gauche ne te permet pas de devenir plus riche. Voilà. Enfin, pour conclure sur les travaux de Modigliani et Miller, il nous donne aussi un petit conseil sur la distribution des dividendes aux actionnaires. En fait, il nous dit, une entreprise ne doit pas recourir à l'emprunt. Elle doit augmenter son capital et émettre des actions nouvelles. Comme ça, il s'agit d'une opération blanche. Donner des dividendes aux actionnaires d'une main et augmenter son capital de l'autre. La valeur de l'entreprise est totalement indépendante, non seulement de sa structure de financement, mais aussi de sa politique de dividendes. C'est comme une pizza, coupée en 4 parts ou en 8 parts, c'est la même taille de pizza au départ. Donc vous voyez, c'est vraiment la valorisation de l'entreprise est complètement indépendante de sa structure de financement, qu'on soit endetté ou non ou zéro dette. Voilà, sa valorisation reste identique. L'actionnaire peut encaisser des dividendes ou vendre des actions pour réaliser une plus-value. Si les dividendes sont plus imposés que la plus-value, l'actionnaire préfère détenir des actions à faible dividende. Toutefois, toutes choses étant égales par ailleurs, les actions à dividendes élevés sont moins bien évaluées que les dividendes faibles. Voilà, donc vraiment, voyez tous les travaux de Miller et Modigliani et d'essayer de nous faire comprendre que le raisonnement par arbitrage fait que la structure de financement ou d'investissement est complètement indépendante de la valorisation de l'entreprise. Voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel des travaux de Modigliani et Miller. Et je vous dis see you soon pour vous faire découvrir un nouvel grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques. See you soon!